là, on arrive aux associés. Voilà. Vous devez voir sur votre écran les associés. Est-ce que c'est ça? Oui. Alors, nous nous sommes intéressés la semaine dernière aux dirigeants. On s'est intéressé aux dirigeants. Et concernant les dirigeants, nous avons vu à la fois les règles de désignation du dirigeant, que ça peut être dans le cadre des statuts ou ça peut être dans le cadre d'une assemblée générale ordinaire. Nous sommes intéressés également au pouvoir des dirigeants, au pouvoir des dirigeants, ce qu'ils peuvent être amenés à faire et ce qui est interdit de faire, comment on peut limiter leur initiative en mettant en œuvre une clause contractuelle. On s'est intéressé également au cas de révocation du dirigeant, en cas de révocation du dirigeant, les cas où on peut remettre en cause le pouvoir, remettre en cause les actes qu'a commis le dirigeant, à la fois par des révocations, qui peuvent être ad notam ou pour juste motif en fonction des sociétés, et qui peut aboutir à l'engagement de la responsabilité civile de chacun des associés, chacun des dirigeants. Mais lorsqu'on a abordé cela, on s'est aperçu, que nous étions en présence d'une interaction qu'il pouvait y avoir entre les dirigeants et les associés. Donc, ce que nous allons traiter là maintenant, c'est le droit des associés. Le fait d'être associé, qu'est-ce que ça ouvre comme droit? Premier droit qui découle du statut des associés, ce sont les droits individuels. Et quand on parle des droits individuels, c'est que le fait d'avoir fait des apports donne lieu à un droit à avoir des parts sociales. Et ce droit aux parts sociales donne droit un droit aux bénéfices et aux réserves. Quelle est la différence entre les bénéfices et les réserves? Imaginons qu'en 2019, une société ait eu un bilan excédentaire. À partir de là, il va y avoir une assemblée générale ordinaire qui va intervenir après que l'entreprise ait fait ses comptes. En ayant fait ses comptes, elle s'est aperçue qu'il y avait un bénéfice. Première étape, quand il y a un bénéfice, ce bénéfice va donner lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés. Donc, première étape, avant de pouvoir distribuer une somme, la société, qui est une personne morale, doit payer des impôts, et ces impôts, ce sont les impôts sur l'impôt sur les sociétés. Est-ce que vous connaissez le taux de l'impôt sur les sociétés en France aujourd'hui? Oui. Camille? On l'a vu en finance, mais... Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Un tiers. Un tiers. Alors, c'était ça, mais à partir de 2021, le taux de l'impôt de société va passer d'un tiers à 25%. Et donc, on va avoir, il y a le principe d'une diminution du taux de l'impôt sur les sociétés, qui, en France, était un taux qui était, l'un des taux les plus importants, d'Europe. Pourquoi la France diminue le montant de l'impôt sur les sociétés, d'après vous? Pour que les sociétés puissent venir investir en France plus facilement. Exactement. Si vous êtes une société, par exemple, une société qui fait de la distribution à distance, vous vous dites, tiens, est-ce que ça ne se vaudrait pas le coup que je crée une filiale en France? Qui dit filiale en France, dit payer des impôts en France. Ben oui. Sauf que la particularité, c'est que si vous avez des impôts qui sont élevés, peut-être qu'il va falloir que vous rattachiez cet établissement que vous allez créer en France
à une société qui se retrouve peut-être dans un autre pays de l'Europe. Et vous avez des pays qui, exemple l'Irlande, qui sont ce qu'on appelle les sièges sociaux de grands groupes étrangers qui sont implantés en Europe, mais tout simplement parce que l'impôt sur les sociétés en Irlande est bien moins élevé que l'impôt sur les sociétés dans notre pays, dont la France. Donc, c'était une petite parenthèse, parce que quelquefois on dit, oui, mais là on fait un cadeau aux entreprises. On ne fait pas forcément un cadeau aux entreprises. Il vaut mieux qu'il y ait plus d'entreprises qui payent l'impôt sur les sociétés plutôt que quelques-unes qui payent un taux moins important, plutôt que peu d'entreprises qui payent un taux plus important. Donc, au regard de cela, une entreprise fait des bénéfices sur le dernier exercice comptable, elle va être amenée à payer des impôts. L'impôt sur les sociétés. Et là, il va rester une somme. Et concernant cette somme, là, les associés à l'Assemblée générale ordinaire ont deux solutions. Première solution, ils peuvent décider de distribuer cette somme. Et distribuer cette somme, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on va appeler des dividendes. Ces dividendes vont être proportionnels au nombre de parts sociales détenues par un associé. Donc si j'ai eu 40% des parts sociales de la société, j'aurai 40% des droits aux dividendes. Même chose si un jour les associés décident de dissoudre la société. On ne dissout pas une société uniquement parce qu'on a des difficultés financières. On peut dire, mais voilà, parce que la société a atteint son objet social, ou on n'a plus envie de l'exploiter, on va être amené à la dissoudre. Par exemple, vous avez des sociétés qui s'appellent des sociétés civiles, ces sociétés civiles immobilières, dont la particularité est de faire construire un immeuble en vue de le revendre, Mais le jour où l'immeuble est construit, il a été revendu, il a été vendu, mais la société n'a plus forcément beaucoup d'objets. Donc on va la dissoudre. Et quand on la dissout, il peut y avoir de l'argent qui reste. C'est ce qu'on appelle les réserves. C'est l'argent que la société, la société n'a pas distribué, qu'elle a gardé dans ses fonds propres et qu'elle va reverser, à la dissolution de la société, si bien sûr il reste de l'argent. Alors ces réserves auront pu être utilisées avant. Ça s'appelle les économies d'une société. Donc, chaque associé a un droit sur ses bénéfices, sur les réserves de la société, mais bien sûr, proportionnellement à son nombre de parts sociales. Cette notion de proportionnel, ce principe de proportionnalité n'est pas forcément une règle absolue. En effet, il est possible dans les statuts, dans les statuts, de mettre en place des clauses où il va y avoir une répartition inégalitaire des droits par rapport au nombre de parts sociales. Par exemple, je peux avoir 40% des parts sociales et avoir 60% des droits aux dividendes. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Il y a quand même deux conditions. La première condition, c'est que les autres associés soient d'accord. Parce que moi, avec mes 40%, j'aimerais bien avoir 60% des droits aux dividendes. Ça veut donc dire que celui qui a 60%, il accepte d'avoir 40%. Donc, il faut donc avoir l'accord des autres personnes. Deuxième point, il y a une limite à cette répartition inégalitaire, c'est qu'il ne faut pas qu'elle présente un caractère abusif. On dit qu'il ne faut pas que ça soit une clause léonine. Qui dit une clause léonine, c'est un synonyme de abusif, d'excessif, c'est-à-dire mettre à la charge de quelqu'un toutes les obligations et à la charge de l'autre que des droits. Par exemple, j'ai 40% des droits aux dividendes, 40% des parts sociales, mais j'ai 98% des droits aux dividendes. Ça veut dire que celui qui a 60% des droits des parts sociales, il va avoir que 2% aux dividendes. Mais là, il y aura un caractère excessif, abusif. On dit que la clause est léonine, léonine de la Lyon, et que cette clause sera réputée non écrite, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas vocation à s'appliquer tellement qu'elle est excessive. Donc le principe, c'est une répartition proportionnelle entre les parts sociales et les droits qui en découlent.
des droits financiers, mais il peut y avoir une répartition inégalitaire qui ne doit en aucun cas présenter un caractère excessif. Indiquez-moi une situation où il peut y avoir un intérêt à avoir une répartition disproportionnée. Qu'est-ce qui pourrait le justifier? Avoir 40% des parts sociales et peut-être 70% des droits aux dividendes. L'apport en industrie, non? Oh, oui. Moi je dis, alors c'est pas un terme d'apport. C'est qu'est-ce qui pourrait justifier qu'une personne, que deux associés acceptent cela, parce que ça veut dire qu'il y en a un qui va quand même accepter que l'autre ait, ait moins de droits proportionnellement à ses parts sociales. Mais imaginez, vous créez votre société avec votre grand-mère qui apporte 60% des parts sociales. Si votre grand-mère investissait cette somme, c'est pour vous aider. Donc, elle ne cherche pas à avoir un dividende, elle cherche uniquement à vous permettre de vous lancer. Et donc de cette façon, elle peut être amenée à accepter que vous ayez 40% des parts sociales, donc vous allez pouvoir être à la fois gérant et salarié, donc vous aurez les deux statuts. Comme il n'y a que vous qui allez travailler, elle va dire que vous aurez 70% des parts sociales, 70% des droits aux dividendes, alors que vous n'avez que 40% des droits des parts sociales. Voilà ce qui peut amener à avoir ce type de situation. L'exemple que vous avez donné à Armand peut être aussi véridique. Un apporteur en industrie, on va lui donner 3 parts sociales, mais au travers de ces parts sociales, il n'aura droit que 3 parts sociales sur 100, mais en fait, il n'aura droit qu'à 1% des droits aux dividendes. Voilà. Donc, c'est une façon également de minorer la part en industrie. Donc, un associé a des droits individuels, donc des droits bénéfices et droits de réserve, et ensuite, il va avoir des droits collectifs au travers le droit de vote. Alors, il n'y a pas que dans le droit collectif, il n'y a pas que le droit de vote, il y a aussi le droit à être informé, mais l'information, c'est un préalable au droit de vote. Oui, parce que comme nous avons vu, du fait de l'affection sociétatis, la volonté de collaborer ensemble, certaines décisions ne peuvent pas être prises par le dirigeant. Certaines décisions vont relever de l'assemblée des associés, ce qu'on va appeler l'assemblée générale. Et là, on a deux situations. On a deux situations. Il y a à la fois l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire. Qu'est-ce que c'est l'assemblée générale ordinaire? C'est là où sont adoptées les décisions de gestion courante. Les décisions de gestion courante. Qu'est-ce que c'est une décision de gestion courante? C'est celle qui n'affecte pas la société de façon durable. C'est-à-dire, on approuve les décisions, les décisions de l'année, ce qu'on va appeler les décisions courantes. Qu'est-ce que c'est une assemblée générale extraordinaire? C'est une assemblée qui va traiter principalement de la modification des statuts. La modification des statuts, c'est-à-dire des règles structurelles. Autrement dit, l'Assemblée générale ordinaire, ce sont les règles, on adopte les règles conjoncturelles, et en Assemblée générale extraordinaire, on modifie les règles structurelles de la société. Qu'est-ce qui relève d'une Assemblée générale ordinaire? La nomination, la révocation et la fixation de la rémunération du gérant.
on dit bien ici si le gérant n'est pas statutaire, parce que s'il est prévu dans les statuts, la nomination ou la révocation du gérant passera par une modification des statuts. L'approbation des conventions qui sont passées entre la société et ses dirigeants et ses associés, ça on va le voir par la suite, l'approbation des comptes annuels et la distribution ou la mise en réserve des bénéfices. Tout ça, ce sont des décisions qui vont être prises à l'Assemblée générale ordinaire. À côté de cela, il y a les assemblées générales extraordinaires, où là, il n'y a pas l'obligation de le faire une fois par an, comme l'assemblée générale ordinaire. Les associés vont être réunis en AGE, quand il y a une nécessité de modifier les statuts, soit de modifier l'objet social, soit de changer de dénomination sociale, soit de transférer le siège social, soit augmenter ou réduire le capital social. Donc, ça c'est le droit de vote qui va s'exprimer dans les sociétés en assemblée générale. Une particularité, et là, cela varie en fonction du type d'assemblée générale, il va y avoir des conditions de vote qui vont être différentes. Autrement dit, en assemblée générale extraordinaire, on va être en présence de ce qu'on va appeler une majorité renforcée pour qu'il puisse y avoir une décision qui est prise. En assemblée générale ordinaire, la règle est une décision est prise à partir du moment où on est en présence d'une majorité absolue. 50% plus une voix, ça suffit. Autrement dit, si j'ai 55% des parts sociales, lors des assemblées générales ordinaires, on doit être amené à soumettre les décisions au vote, mais si je représente 55% des parts sociales, à partir du moment où je dis oui, la décision est entérinée. Mais, donc ça c'est les assemblées générales ordinaires. En revanche, pour les assemblées générales extraordinaires, il va y avoir besoin d'une majorité qualifiée. Une majorité qualifiée. Cette majorité qualifiée varie selon le type de société. Dans les SA et dans les SARL, les règles qui sont prises en compte, c'est qu'il faut avoir au moins les 2/3 des parts sociales. Il faut avoir l'accord des 2/3 des parts sociales. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle des minorités de blocage. Je peux être minoritaire dans une société et avoir une minorité de blocage. Non pas pour des décisions d'assemblée générale ordinaire, mais pour des décisions d'assemblée générale extraordinaire. C'est-à-dire que si on souhaite modifier les statuts, ben voilà, moi, si il y a une nécessité d'avoir une majorité des 2/3, si j'ai 40% des parts sociales, il ne pourra pas y avoir de modification des statuts sans mon accord. Donc, la gestion de la société peut se faire sans mon accord, vu que j'ai que 40%. S'il y a une modification des statuts de l'objet social, il faudra qu'il y ait mon accord. C'est ce qu'on appelle une minorité de blocage. OK ? À côté de cela, il y a un point particulier concernant les conventions conclues entre dirigeants, associés et sociétés. Pourquoi ? Derrière, c'est la notion de conflit d'intérêts. La notion de conflit d'intérêts. Qui peut générer un conflit d'intérêts ? Tout associé ou tout dirigeant qui peut ne pas mettre en avant l'intérêt de la société et privilégier son intérêt personnel. Alors, je ne reviens pas sur ce qu'on a pu voir la dernière fois, où lorsque le dirigeant achetait un appartement à Saint-Lary uniquement pour aller en vacances avec sa famille. Là, ça relève de la qualification d'abus de bien social, donc c'est du pénal, c'est du tribunal correctionnel, il y a des peines de prison à la clé,
Donc ça, c'est un cas particulier qui est trop visible. Il peut y avoir des cas où je ne vais pas forcément privilégier l'intérêt de la société, alors que je vais être amené à passer un contrat dont la société a besoin. Sauf que avec la société avec laquelle je vais être amené, à traiter, la particularité, c'est que dans la société co-contractante, il y a un associé qui est également associé de ma société. Donc, et cet associé a des parts suffisamment significatives pour y trouver un intérêt. Je prends un exemple. Je détiens la société A avec 55% des parts sociales. Et je détiens la société B avec 95% des parts sociales. La société A doit acheter quelque chose à la société B. Est-ce que j'ai un intérêt, moi, société B, à faire un rabais à la société A? Pas forcément. Alors, en termes d'affaires, oui, mais si j'ai 95% des parts sociales de la société B, c'est peut-être là où je peux avoir un intérêt, à titre individuel, à avoir une meilleure marge. Donc, je peux être amené à négocier un prix un peu plus élevé qui va faire en sorte de limiter les profits de la société A. C'est pas grave, je n'ai que 55%, et qui va, d'un autre côté, privilégier la société B. C'est normal, j'ai 95% dans cette société. Donc, à partir de là, ça s'appelle un conflit d'intérêts. Et moi, associé de la société A, qui est 45% des parts sociales, je me dis, mais voilà pourquoi cette société ne fait pas beaucoup de bénéfices, alors que la société B avec qui on travaille, elle fait de gros bénéfices. Ah ben oui, mais est-ce que moi, je voudrais avoir une information, est-ce que la convention a été passée dans l'intérêt de la société A? D'où la mise en place de ce qu'on appelle des conventions, entre associés ou entre dirigeants, qui sont ce qu'on appelle réglementées. Alors, ça concerne tous les dirigeants et tous les associés de société à partir du moment où un dirigeant, un associé plutôt, a plus de 10% des parts sociales d'une société. Donc, ça veut dire que lorsqu'il va y avoir ce type de convention qui va devoir passer à l'Assemblée générale pour être validée, on va essayer d'identifier les associés, les associés de plus de 10%, qui peut y avoir des intérêts, des conflits d'intérêts. Donc, analysons les 3 types de conventions passées entre dirigeants et associés qui peuvent être identifiés. Il y a tout d'abord ce qu'on avait appelé les conventions courantes. Qu'est-ce que c'est les conventions courantes? On les appelle également les conventions libres, tout simplement parce qu'elles ne sont soumises à aucune procédure particulière. On va appeler ça des opérations, des opérations courantes. Je vais être amené, je suis une entreprise du BTP, j'achète de la peinture à une société de peinture où il y a un autre de mes associés, je l'achète dans des conditions normales, c'est-à-dire au prix fournisseur. À partir de là, il n'y a pas lieu d'avoir une information particulière en assemblée générale ordinaire. L'élément central, c'est que ces conventions ont été conclues à des conditions normales, c'est-à-dire les conventions que la société passe habituellement dans le cadre de son activité. Donc, si on est sur une opération courante, une opération courante d'achat ou de vente d'un produit ou de service dans des conditions normales, bon, là, il n'y a pas de procédure particulière. À côté de cela, il y a ce qu'on appelle des conventions interdites. Qu'est-ce que c'est les conventions interdites? C'est que certaines conventions ne peuvent pas être passées entre une société et l'un de ses associés. Par exemple,
une société ne peut pas cautionner un prêt de l'un de ses associés ou l'un de ses dirigeants. Vous savez que quand on passe un prêt, quand on souscrit un prêt, il faut avoir, dans certains cas, une caution. Mais si je n'ai pas de caution, je peux dire, oui, mais ma société peut me cautionner. Non. Que ça soit un dirigeant, que ce soit un associé, en aucun cas, la société peut cautionner un prêt. Même chose, un associé ou un dirigeant ne peut pas se faire octroyer un prêt de la part d'une société, alors que ce n'est pas une société qui relève du secteur bancaire. Donc, si j'ai des problèmes d'argent, je ne vais pas emprunter de l'argent à ma société. Ça, c'est une convention qui est totalement interdite, qui peut engager la responsabilité civile, voire la responsabilité pénale du dirigeant qui en est un bénéficiaire. Ça s'appelle un abus de bien social. Un abus de bien social. Et pourtant, c'est fou. Moi, je n'ai pas d'argent et ma société en a. Eh oui, mais elle pourrait me prêter un peu d'argent pour que je parte en vacances. Abus de bien social. Même chose, c'est une société qui m'accorde un découvert, qui me permet de dépenser des sommes supérieures à mes dépenses. Par exemple, je suis amené à avoir une carte de crédit de la société et je paye mes frais de déplacement. Et que cette même société accepte que je puisse payer certaines dépenses, quitte à les rembourser dans un second temps. Parce que, en clair, la société m'accorde de la trésorerie. Tout ça, ce sont des conventions qui sont interdites. Enfin, il y a ce qu'on va appeler des conventions réglementées. Les conventions réglementées, c'est les conventions qui ne sont ni qualifiées de courantes, ni interdites par la loi. Ce sont des conventions qui sont passées d'une certaine importance. Ce n'est pas l'achat d'un stylo ou d'un pot de peinture. Ce sont des conventions d'une certaine importance qui mettent en jeu des intérêts divergents en présence de mêmes associés ou de mêmes dirigeants. C'est le cas dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'un des associés à la société A à 55% et la société B à 95%. Si on s'aperçoit que le prix d'achat des produits de la société B a été majoré de 15%, là on peut s'interroger sur la légitimité de ce type de convention, c'est-à-dire principalement du prix. D'où, sur ce point, ces conventions vont devoir être soumises à l'Assemblée générale. Autrement dit, il doit y avoir une information et elle doit être validée. En clair, elles ne peuvent pas rester dans le secret. Si le dirigeant ne les fait pas passer en Assemblée générale ordinaire pour qu'elle soit validée, sa responsabilité civile peut être engagée. D'où c'est vraiment un élément important ici. Pourquoi? Parce qu'on en arrive à une situation où il y a ce principe de transparence en matière de convention. Donc, trois types de conventions: les conventions courantes, les conventions interdites et les conventions réglementées. Une convention réglementée, il faut qu'il y ait une information du commissaire en compte, information également, en fonction des sociétés, information ensuite des associés, et qu'il y ait un vote pour qu'elle soit validée. On est d'accord sur ce point?
Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Si vous n'avez pas de questions, je vous propose que l'on passe au cas pratique. Et les cas pratiques, le cas pratique, il est là. Et vous faites ce qui est ici jusqu'à la première question. Jacques, pouvez-il passer au nom de la société ces différents actes? Allez, je vous laisse le lire. Ça vient de partir. C'est bon? Allez, on va le lire ensemble. 5 amis ont décidé de constituer une SARL, tous passionnés de ski. Ils voudraient allier travail et passion. C'est le rêve de tout le monde. Les statuts ont été signés et la société immatriculée au RCS de Toulouse. Le siège social est fixé 16 rue des Fleurs à Toulouse. Le capital social a été fixé dans les statuts à 30 000 € avec une répartition distincte selon les associés. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette répartition des apports? C'est très inégal, non? Oui, mais oui. Et allons un peu plus loin de l'analyse.
Il n'y en a Si aucun vous cas à la avez- majorité. Héloïse? Il n'y en a aucun cas à la majorité. Exactement. Exactement. Donc, ici, il n'y a pas d'associé majoritaire. Héloïse, est-ce que, à la suite de ce cours, c'est quelque chose que, comment dire, c'est ce type de situation que vous souhaiteriez mettre en place? Bah, après, là, je sais pas si c'est vraiment un problème, vu qu'ils sont beaucoup. Est-ce que, vous savez, le juriste craint la mésentente. Le juriste n'arrive pas à concevoir que des personnes puissent s'entendre dans la durée. Donc, déjà, quand il y a peu de personnes, vous imaginez le montant de désentente. Là, qu'est-ce qu'il peut y avoir? 6 personnes. 6 personnes. Combien il peut y avoir de problèmes avec 6 personnes? Beaucoup. Quand il y a 2 personnes, il y a combien de problèmes? Bah, 2. Quelquefois 3. Il y a le problème de l'un, le problème de l'autre et les deux. Donc, si vous allez plus loin, par rapport à ça, c'est que vous êtes dans une situation où, ici, quand vous dites il y a beaucoup de personnes, donc non. Là, c'est l'exemple type, d'une situation où on a une personne investie, vous êtes à la place de David. David, c'est celui qui a le montant le plus important de le capital social. Il a à peu près 40%. Donc, il a investi 12 000 euros, ce qui n'est pas une somme anodine. Quels sont ses droits à David? Héloïse? Bah, il en a pas, du coup. Ah si, non, mais ne dites pas qu'il n'en a pas, il faut Oui, pas... enfin, Ne me faites pas les excès dans tous les sens. Il a des droits. Mais il est associé. Il est associé, donc il a un droit de vote. Mais imaginez que Georges, Norbert, Pierre et Jacques soient contre lui. Et du coup, il n'aura pas le dernier mot. Exactement. Alors que c'est l'associé, le plus. Si par exemple, même si David et Georges sont ensemble, enfin, s'associent dans une décision, ils ont 45% des voix, mais résultat, c'est pas qu'ils sont décisionnaires. Donc, c'est toute la difficulté. S'il y a des choses que vous devez retenir, c'est que pour gérer tranquillement une société, il faut que l'on soit en présence d'une majorité. Là, il n'y a pas de majorité, mais on va voir comment ça peut être résolu. L'objet social de cette société est fixé à l'article 5 des statuts, conception, fabrication et commercialisation de vêtements de ski. Les statuts ont désigné Jacques comme étant le gérant. Qu'est-ce que ça veut dire, Héloïse? Si les statuts ont désigné Jacques comme étant le gérant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui. Enfin, il y a des décisions qu'il peut prendre tout seul. Alors ça, parce qu'il est gérant. Et parce qu'il a été désigné dans les statuts, donc c'est un gérant statutaire. Si on veut modifier le nom du gérant, il va falloir prendre des décisions pour le destituer, c'est-à-dire modifier les statuts. L'article 7 prévoit que pour tout achat de fournitures dont le montant est supérieur à 10 000 euros, le gérant doit obtenir le quitus, c'est-à-dire l'accord de l'Assemblée générale des associés. Jacques, en sa qualité de gérant et au nom de la société, accomplit seul les actes suivants. Achat d'un lot de tissu pour une valeur de 15 000 euros, achat d'un studio dans les Pyrénées pour une valeur de 155 000 euros. Jacques pouvait-il conclure au nom de la société ces actes, et est-ce que la société est engagée par les actes passés par le gérant? Héloïse, je vois que vous avez envie de répondre. Mais, enfin,
Alors, premier point. Est-ce que Jacques peut conclure ses actes au nom de la société? Oui. Ah, oui, le oui n'est pas une conclusion, hein, c'est le oui est un point de départ. Bah, vu que c'est le gérant, il a le droit de passer des... Exactement. Ça c'est déjà le premier point. Hein. C'est déjà le premier point. C'est parce qu'il est gérant, il a la possibilité d'engager la société, engager la société, engager la société. Là, il n'y a pas de problème sur ce point. Maintenant, est-ce que parce qu'il est gérant, il peut être amené à passer tous les actes juridiques au nom de la société? Bah, vu la clause des statuts qu'ils ont mise, il faut qu'il y ait... Enfin, pour certains accords, il faut qu'il y ait justement l'accord de l'Assemblée générale, enfin, des associés. Donc, parce qu'il est gérant, il peut passer des conventions. Toutefois, il y a certaines limites qui sont prévues par les statuts, notamment l'article 7. Donc, l'achat de lot de tissu de valeur de 15 000 €. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, du coup, il faudrait l'accord de l'Assemblée générale d'associés. Il faudrait l'accord de l'Assemblée générale des associés. Oui, pourquoi? Parce que ça dépasse la valeur de 15 000 €. Le fait d'avoir acheté ce tissu pour une valeur de 15 000 €, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme conséquence pour Jacques? Je sais pas. Ça peut être un cas de révocation. Il ne respecte pas les statuts. Alors, est-ce que l'achat de tissu relevait de l'objet social de la société? Oui. Oui, parce que c'est la vente, c'est la fabrication et commercialisation de vêtements de ski. Autrement dit, concernant le premier point, est-ce que Jacques pouvait conclure ses actes? Oui, parce qu'il est gérant. 2, parce que ça respecte l'objet social. Mais non, parce que ça dépasse la clause statutaire. Concernant le studio maintenant. Mais là, c'est pareil, il aurait fallu l'accord de l'Assemblée générale. Pourquoi? Ça dépasse les 10 000 €, non? Si vous lisiez un peu plus, finement l'article 7, vous apercevrez qu'il y a quelque chose. Ah oui, pour l'achat de fournitures seulement. Ah oui, c'est que les fournitures. Allez-y. Moi, j'ai rien dit, je sais pas qui a parlé. Non, j'ai entendu quelqu'un qui parlait. Bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez par rapport à ça, il est toujours gérant. Maintenant, est-ce que c'est de l'objet social de la société? Peut-être c'est là qu'ils vont les fabriquer, mais ça dépend de l'utilisation. Exactement, ça va dépendre de l'utilisation. Soit c'est à titre personnel, et ça, c'est totalement interdit. Soit ça va être dans l'intérêt de la société, mais ce type de décision relèverait sûrement d'une décision de l'Assemblée générale ordinaire des associés. Mais est-ce que la société est engagée par les actes passés par le gérant? Ça, je ne vois pas trop bien ce que ça veut dire. Est-ce que quand la société reçoit la facture de 15 000 €, elle doit la payer? Ah bah oui. Oui, la réponse est oui. La réponse est oui. Pourquoi? Parce que ça relève de l'objet social de la société et donc de cette façon, ça doit être assumé. Ça doit être assumé. Il n'y a que dans les sociétés en non collectif, où la société n'est pas responsable des actes du gérant qui sont en dehors de l'objet social. Là, en plus, c'est dans le cadre de l'objet social. Donc, la société doit assumer ces deux achats, sauf que ça peut être un cas de révocation du gérant et l'engagement de sa responsabilité civile.
Lisez le petit passage qui est ici. Monsieur, Oui. des fois, les entreprises, elles peuvent pas, certaines qui brassent pas mal d'argent, acheter des apparts comme ça et après les mettre à disposition comme des salariés et tout ça pour qu'ils puissent aller y passer un moment dans l'année. Alors, il y a plusieurs éléments dans ce que vous dites. Si j'achète des appartements pour les louer, ça peut être dans le cadre de mon objet social. Donc là, ça ne me pose pas de difficulté. Si j'achète des appartements pour les fournir à mes salariés pendant les vacances, ça, c'est pas l'objet de la société. C'est l'objet de ce qu'on appelait le comité d'entreprise et qui est désormais, ça s'appelle le comité social d'entreprise. Mais une société ne peut pas fournir gratuitement un appartement à ses salariés. Ça s'appellerait du salaire déguisé. Où vous allez passer les vacances dans le studio de ma société. Et là, on ne vous donne pas de l'argent, mais on vous fait une économie, il faut faire une économie en faisant en sorte que vous n'en payiez pas. Donc là, c'est ce qu'on appellerait un avantage en nature. Et là, l'URSSAF pourrait réclamer des cotisations de sécurité sociale sur ce point. Et est-ce que l'objet d'une société, c'est de fournir des logements à ses salariés pour leurs vacances? Pas forcément. C'est pas leur objet. Donc une société, ce qu'elle peut être amenée à faire, c'est avoir des logements, soit pour les louer, soit pour que ses salariés les utilisent, mais dans le cadre de leur travail. Par exemple, avoir un appartement dans les Pyrénées, c'est possible, à partir du moment, ce que nous avait dit Louise, que c'est peut-être un endroit où il va y avoir la fabrication des vêtements, ou du stockage de vêtements, et que ça va être un appartement qui va être utile pour la société. Là, on est véritablement dans l'intérêt de la société. OK ? Allez, lisez la partie qui est grisée. Et pour répondre à cette question, allez rechercher dans la partie du cours qu'est-ce qui relève de la notion du cumul mandat social contrat de travail. Donc, vous voyez les conditions et voir si les conditions sont remplies. C'est bon? Alors, Jacques veut cumuler sa fonction avec un contrat de travail. Il veut devenir le styliste de la société et assurer la conception de tous les vêtements de chaque collection. Il a obtenu un diplôme de styliste en 2008 et a fait ensuite un stage chez Lagerfeld, donc considère qu'il mérite un salaire de 7 500 € par mois pour ce travail. Est-ce que Jacques peut cumuler mandat social et contrat de travail? Alors, qui me répond à cette question en reprenant les éléments qu'on a vus dans le cours la dernière fois? Quelles sont les conditions qui permettent de cumuler
mandat social et contrat de travail. Alors, qui se lance? Vas-y. Du coup, la première condition, c'est qu'il y ait un travail, un travail sérieux, quoi. Je sais pas comment. On dit effectif. Oui, effectif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire effectif? Vous avez dit sérieux. C'est pas concret. Fort. Hein? Un travail concret, que ce soit pas que ce soit pas juste une entourloupe, quoi. Exactement. Il ne faut pas que ça soit une invention. Donc un travail effectif, c'est un travail dont on peut avoir la preuve de l'effectivité, c'est-à-dire des réalisations du travail. Oui. Ensuite, est-ce que ça peut être le cas ici? Est-ce qu'on peut avoir la preuve du travail que va effectuer Jacques? Oui. Oui, on aura bien des vêtements qui vont, des croquis qui vont aboutir à l'élaboration des vêtements. Ensuite, on avait les fonctions qui doivent être bien spécifiques, bien différentes de ce qu'il fait en tant que dirigeant. Alors, que fait un dirigeant? C'est quoi les fonctions spécifiques d'un dirigeant? Il peut passer des contrats, faire des achats, tout ça. Oui, c'est-à-dire qu'il a des fonctions de gérance, donc c'est-à-dire que c'est l'interlocuteur des différentes administrations, l'administration fiscale, sociale, etc. Il va être également, c'est lui qui va être amené à passer, à passer des contrats. Donc on voit bien. Un gérant fait de la gestion. C'est lui qui va être également amené à être l'interlocuteur des différents associés. Donc, ce sont des missions spécifiques du gérant. Ici, pourra-t-on dire que les missions vont être différentes de celle de mandataire social? Oui, parce que concevoir les vêtements des collections, ça n'a rien à voir avec... Avec les fonctions de gérant, oui. Ensuite, troisième point. Ensuite, il faut que les salaires soient séparés aussi, les rémunérations soient distinctes. Il va falloir qu'il y ait deux rémunérations. Une rémunération en tant que dirigeant, et une autre en tant que salarié. Et enfin, j'ai pas compris l'existence d'un lien de subordination. Et pourtant c'est la question, c'est la question centrale. C'est la question centrale. C'est-à-dire que je ne peux pas être salarié s'il n'y a pas de lien de subordination. C'est-à-dire que si je n'ai pas au-dessus de moi une personne qui a une autorité. Ici, Jacques, est-ce que c'est lui qui va pouvoir déterminer lui-même sa rémunération? Parce qu'il dit qu'il considère qu'il mérite un salaire. Qui va fixer sa rémunération? Ils doivent se mettre d'accord, non? Ou c'est juste... Avec qui? Les autres associés. Et si les autres associés ne veulent pas qu'il ait 7 500 €, qui va avoir le dernier mot? Les autres. Enfin, si... Et tout simplement parce que Jacques est un associé minoritaire. Autrement dit, en tant que gérant, il va pouvoir assumer seul ses fonctions, mais en tant que salarié, il est soumis à l'autorité des autres associés, tout simplement parce que c'est un associé minoritaire. Il est donc subordonné aux ordres des autres associés. Donc,
C'est pour ça qu'on dit que dans une SARL, ne peut être il peut y avoir un cumul entre mandat social et contrat de travail qu'à partir du moment où le gérant est minoritaire ou égalitaire. Donc ici, est-ce qu'il remplit les conditions? La réponse est oui. Donc il y a à la fois un travail effectif, à la fois une rémunération distincte et à la fois un lien de subordination. Mais est-ce qu'il va et ce lien de subordination va s'exprimer notamment sur la question de la rémunération. Si les autres associés lui disent c'est pas 7500, il y a juste un zéro en trop, il y a un zéro en trop, et après ça sera de la négociation. Mais c'est pas lui qui peut de lui-même, de lui-même être amené à fixer sa propre rémunération, tout simplement parce que il n'a qu'un statut de gérant minoritaire. OK? Donc, est-ce que c'est possible pour Jacques de cumuler les deux? Oui, c'est possible. Exactement. Allez, on fait le dernier point. Au cours d'une assemblée générale d'associés convoquée par les 4 autres associés, ces 4 autres associés décident de sa révocation. Le lendemain, Jacques retrouve les clés de son bureau changées et ses effets personnels dans un carton devant la porte. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les autres associés ont la possibilité d'agir de cette façon auprès de Jacques? Célia, qu'est-ce que vous en pensez? En soi, il pouvait le révoquer à cause des actions des conventions qu'il a passées sans leur accord. On est en présence de quel type de société? Une SARL. On est en présence d'une SARL. Donc, qui dit SARL dit que la révocation peut se faire pour juste motif ou pour une révocation en doutum. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut justifier quelque chose ou on n'a pas besoin de justifier quelque chose dans une SARL? Je ne me souviens plus. il faut qu'il y ait un juste motif. Et donc ici, est-ce qu'il y a un juste motif? En soi, oui. En soi, oui. Tout simplement. Pourquoi? Parce que le lot de tissu de 15 000 euros, il n'a pas respecté les statuts et on a des doutes concernant l'achat d'un studio. Donc, s'il y a un juste motif, on peut révoquer la personne. Sauf que pour révoquer une personne, on nous fait au cours d'une assemblée générale d'associés. Est-ce que la révocation peut intervenir à l'occasion d'une assemblée générale d'associés? Il ne faut pas convoquer plutôt un AG extraordinaire ou... Eh bien oui, c'est la particularité. On ne sait pas ici si c'est une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Si c'était une assemblée générale extraordinaire, la révocation ne posait pas de difficulté, vu que c'est un gérant statutaire. À partir du moment, si c'était une assemblée générale ordinaire, mais là, il y aurait un problème, ici, parce que c'est un gérant qui est prévu dans les statuts. Donc, il faut à la fois qu'il y ait un juste motif, ça c'est le premier point, et deuxième point, respecter les conditions de désignation. D'où, voilà pourquoi il ne faut jamais mettre un gérant minoritaire dans les statuts. Mais du coup, monsieur, s'il n'était pas gérant statutaire, c'est-à-dire si juste ils avaient... S'il n'était pas gérant statutaire, l'Assemblée générale aurait pu le destituer, avec des conditions de majorité. Mais en fait, ne pas être gérant statutaire, ça veut dire... je vois pas... c'est juste qu'il l'écrit. Un gérant qui n'est pas statutaire. Un gérant statutaire, c'est un gérant qui est, qui est prévu dans les statuts. Donc, il est à l'intérieur des statuts. C'est-à-dire que article 6, le gérant est M. Jacques. On n'est pas obligé de le faire. Très sincèrement, on n'est pas obligé de le faire.
On peut considérer, hein, on peut considérer qu'on peut mettre le gérant, article 6, le gérant sera désigné par une assemblée générale, sans dire le nom. Sans dire le nom. Donc à partir de là, c'est une assemblée générale ordinaire qui va pouvoir le révoquer. En revanche, si on met que c'est prévu dans les statuts, eh bien, pour être amené à modifier le gérant, il va falloir modifier les statuts. Et pour modifier les statuts, il faut une assemblée générale extraordinaire. D'accord ? Mais dans tous les cas, comme c'est le gérant de SARL, il faudra qu'il y ait un juste motif. S'il n'y a pas de juste motif, bien, il pourra demander des dommages intérêts. Okay. Bon, qu'est-ce que ce point ? C'est bon sur ces différents cas pratiques ? Je vous propose donc de faire une pause, de faire une pause, et on se retrouve à 9h30. À tout à l'heure. Tout à l'heure.